Alors Manon Brie, parlons d'abord de cette guerre qui s'engage entre le Sénat et l'Élysée. Le Sénat est-il devenu l'un de vos alliés dans votre combat contre Emmanuel Macron? Le Sénat est le seul à jouer son rôle de contre-pouvoir politique et il semble que ça dérange l'exécutif. Honnêtement, j'ai un peu l'impression qu'on assiste à une cour de récréation. On a le Sénat qui rappelle l'exécutif à son rôle et qui joue son rôle de contrôle du pouvoir. Et puis l'exécutif qui dit non, je vais vous bouder et je ne vais pas venir aux questions au gouvernement. Édouard Philippe, il a boudé pour vous hier? Bah oui, c'est un peu ridicule, quoi. C'est un peu ridicule parce qu'aujourd'hui, le Sénat, il joue son rôle d'ailleurs que l'Assemblée nationale n'a pas voulu jouer. On sait aussi le rôle joué par l'Assemblée nationale qui est muselé par cette majorité pléthorique, alors qu'au Sénat, il y a une opposition qui a joué son rôle de contrôle des pouvoirs. Et puis, si l'exécutif n'a rien à se reprocher, qu'il laisse le Sénat agir, et puis ça conduira à rien du tout s'ils sont si confiants que cela. Mais en même temps, le Sénat joue le rôle d'opposant, aujourd'hui d'opposant numéro 1. Hein, ça ne vous interpelle pas, vous, France Insoumise? D'ailleurs, ça devrait aussi interpeller le Parti Socialiste, qui n'existe plus pratiquement, et puis les Républicains. Qui jouent leur rôle d'opposant, tant mieux. Mais vous savez, à l'Assemblée nationale, les 17 députés de la France Insoumise ont aussi joué leur rôle Mais ce n'est que 17, oui. Ils sont que 17. Ah bah oui, ils font pas peur. 17 sur 577. C'est aussi tout le problème de la 5e République. Non, mais ce que ça montre, c'est qu'ils font pas peur et que non, mais par rapport au Sénat, il y a une espèce d'angoisse. C'est une question de nombre. Il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, 577 députés. Une vaste majorité d'élus En Marche qui n'ont aucun courage politique et qui n'ont pas... élus. Oui, bien sûr qui ont été élus, mais c'est la démocratie, j'ai pas de problème là-dessus. Mais du coup, ça limite le rôle de contre-pouvoir. Ce qui fait une espèce de chape de plomb de l'exécutif sur l'Assemblée nationale, qui, dans les institutions de la Ve République, est l'Assemblée, parmi les deux assemblées, qui a le plus de pouvoir. Le Sénat est certes aujourd'hui détenu par l'opposition à Emmanuel Macron, mais l'opposition à droite, mais son pouvoir est assez limité, et là, il a pu l'exercer. Donc mais vous aimez bien le Sénat, hein? Non, mais c'est pas une question. Là. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce que, vous savez, ce que j'aime bien, c'est les contre-pouvoirs politiques. Ça ne devrait pas être votre tasse de thé, et vous aimez bien. Ce que j'aime bien, c'est les contre-pouvoirs politiques. Et aujourd'hui, dans les institutions de la Ve République, il manque des contre-pouvoirs politiques, malheureusement. Bien sûr, on a besoin du Sénat. Mais on a besoin de contre-pouvoir politique. Mais le contre-pouvoir politique, justement, la France Insoumise n'est plus le contre-pouvoir à la Macronie. Bah, c'est vous qui le dites. Au niveau des scores, on le voit bien. Et même avec la crise. Est-ce qu'il y a eu des élections? Est-ce qu'il y a eu des élections ces 2 derniers mois? Avec la crise des Gilets jaunes, on voit bien. Alors, on en parlera tout à l'heure. On parlera des européennes tout à l'heure. Je pourrais vous répondre sans inquiétude sur les sondages. Dans le Figaro ce matin, Richard Ferrand reproche à l'opposition d'organiser, je cite, une sorte de danse du scalp autour du président de la République. Vous voulez scalper Emmanuel Macron? Non, on lui demande de rendre des comptes. On lui demande de rendre des comptes à plusieurs égards. Sur l'affaire Benalla, je ne sais pas si vous en avez parlé sur ce plateau, mais il y a eu un nouvel épisode révélé par Mediapart ce matin avec le nouveau, celui qui a remplacé Benalla, le nouveau garde du corps, qui en fait n'est pas passé par les procédures normales, qui a des histoires louches. Bon, il y a bientôt... Mediapart, vous les préférez quand il s'attaque à Macron qu'à la France? Non, moi je défends toujours la liberté de la presse et j'ai toujours défendu Mediapart. Et je pense c'est presque... Il y aura bientôt plus d'épisodes de l'affaire Benalla que d'épisodes du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, je pense que le gouvernement doit rendre des comptes aussi vis-à-vis des violences policières. On a plus de 2000 blessés dans le mouvement social. La seule réponse aujourd'hui qu'a le gouvernement... dans la police aussi, hein. Ça vous intéresse moins, mais il y en a beaucoup. Non, on les aussi, déplore aussi, les blessés dans la police. On les déplore aussi. Mais nous voulons parler de toutes les violences. Et quand il y a plus de 2000 blessés, c'est énorme. Aucun mouvement social n'a vu autant de blessés dans le mouvement. Lors des dernières manifestations, les LBD ont été réduits en munitions. Il n'y a eu que 30 tirs de LBD la semaine dernière contre 1000 habituellement lors des manifestations. Donc finalement, le gouvernement vous écoute, ou en tout cas écoute ceux qui disent attention, les LBD sont dangereux. À ce moment-là, les résultats ne sont pas terribles du point de vue de la sécurité publique. Samedi dernier, il y a eu aussi encore... Il y a eu un blessé. Il y a eu un éborgné à cause d'un LBD. Donc qu'est-ce qu'on attend pour interdire ce qui est une arme de guerre? Attendez, juste pour finir là-dessus. Tout le monde est vent debout contre ces armes. Oui. Le défenseur des droits, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Amnesty International. C'est totalement manipulé. Que vous avez déjà fait sur ce plateau, c'est la France Insoumise qui contrôle l'ONU. Franchement, c'est ridicule. J'ai pas dit que c'était la France Insoumise. C'est ridicule. On sait très bien est-ce qu'on tire les ficelles de l'ONU? J'aimerais bien qu'on ait autant de pouvoir, honnêtement. L'ONU est un canard sans tête.
êtes comment dire, manipulés par les islamistes. Regardez les Iraniens qui s'occupent maintenant du droit des femmes. Non, mais c'est n'importe quoi l'ONU. C'est n'importe quoi. L'Organisation des Nations Unies, c'est la seule organisation aujourd'hui intergouvernementale qui est garante des droits humains. Mais c'est hyper grave. Mais non, mais vous rigolez quand vous dites ça. Non, mais vous plaisantez. On peut dire ça peut-être de l'Europe, mais pas de l'ONU. Pas de l'ONU. Je ne sais pas comment vous pouvez laisser dire ça sur un plateau. C'est tellement ridicule. Les bras m'en tombent. Franck s'est égaré sur l'ONU. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, je persiste. Non, bien sûr. Non. Il faut arrêter là. Les droits de l'homme de l'ONU. On va regarder qui à l'ONU s'occupe des droits de l'homme. Quels sont les pays qui sont représentés? Quels sont les pays représentés? Oui. Et Michel Bachelet. Oui, quand elle va à Venezuela, excusez-moi, on a l'impression qu'elle est plus proche de Maduro que de l'opposition. Pour cette conversation, vous vous ridiculisez. Bien sûr. Peut-être vous aussi, attendez. Parlons de Christophe Castaner, qui était convoqué. Lisez un peu la presse internationale. Oui, lisez un peu. On pourra parler des droits de l'homme et de l'histoire des Si vous voulez bien qu'on parle de Christophe Castaner, qui était convoqué devant les sénateurs cette semaine. Il s'est défendu de tout laxisme face aux casseurs. J'imagine qu'il ne vous a pas convaincu? Non, malheureusement, les résultats de ces dernières semaines parlent pour lui, et malgré lui, plus de 2000 blessés, j'insiste, on n'a jamais vu ça. C'est des méthodes de maintien de l'ordre qui ne sont pas dignes d'une démocratie. On n'est pas le seul pays. Qu'est-ce qu'il faut faire contre les casseurs, concrètement? Par exemple, les soldats de l'opération Sentinelle. Plusieurs choses. Vous trouvez que c'est une idée folle? Oui, c'est une idée folle. Envoyer l'armée contre des citoyens qui manifestent. Est-ce qu'on s'en rend compte? Par ailleurs, c'est pas le rôle de l'armée. L'armée, c'est... Sauf qu'en précisant, ils vont pas aller en maintien de l'ordre contre les manifestants, ils vont garder des lieux statiques pour permettre de libérer les policiers. Sauf que le gouvernement a dit pas plus tard que ce matin, s'il le faut, ils feront usage de leurs armes avec des sommations, mais on est comme si la France était en scène de guerre. Moi, je ne pense pas que la France soit en pleine guerre. Sur les Champs-Élysées samedi, c'était quand même, on n'était pas loin. Mais moi, je ne vais pas avoir de détour. Il faut agir contre les casseurs. Alors, comment on fait? Il faut agir contre les casseurs. Alors déjà, comment ça se fait qu'on trouve quelqu'un qui, avec une tronçonneuse sur les Champs-Élysées, alors que Éric Drouet, quand il a un bâton, il se fait arrêter tout de suite? Je pense qu'il faut arrêter quelqu'un qui a une tronçonneuse, qu'il ne faut pas les laisser agir, que dès la première casse, il faut les arrêter, pas donc, il faut les aller regarder. Au contact. Donc vous êtes pour une doctrine de maintien de l'ordre de contact. Alors, du contact, il y a différentes formes d'interpellation, mais en effet, un LBD n'est pas, par exemple, un outil de dispersion de la foule. Il y a d'autres outils, je pense à d'autres pays en Europe qui utilisent d'autres outils de dispersion de la foule ou de maintien de l'ordre. L'Allemagne fait face à des hooligans. Et oui, mais par exemple en Allemagne, au dernier sommet du G7, il y a eu beaucoup de blessés par la matraque parce qu'effectivement, c'est une politique de maintien de l'ordre du contact, et il y a eu beaucoup de blessés graves avec des matraques. Donc c'est pas forcément la solution. Alors, si vous avez à la fois un dispositif de renseignement qui permet d'identifier les casseurs, Christophe Castaner a dit qu'il les connaissait tous. S'il les connaît, qu'il les arrête, premièrement. Et deuxièmement, dès qu'ils agissent, on les arrête. Parce que là, il y a des syndicats de police qui se sont élevés pour dire que samedi, on a attendu trop longtemps avant d'agir. Moi, je veux vous dire, on n'a pas d'ambiguïté sur le sujet. La violence n'est jamais une bonne stratégie. Et la preuve est faite, c'est que depuis samedi, on ne parle que de ça. Et vous pensez que le gouvernement a instrumentalisé justement cette violence depuis le début de la crise des Gilets jaunes? Je pense que le gouvernement a eu intérêt à ce qu'on parle davantage des violences que des revendications sociales. L'essentiel, la vaste majorité des gens qui manifestent dans la rue sont des gens qui ont juste une soif de dignité humaine. Oui, sauf que quand les Gilets jaunes applaudissent... Attendez, il faut arrêter avec ça. Mais il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire, évidemment, les Gilets jaunes, les vrais Gilets jaunes, évidemment, tout le monde, compatit. C'est évident qu'on compatit. Mais vous savez très bien aussi qu'il y a à côté des black blocs d'extrême gauche, parce qu'ils sont d'extrême gauche, ces gens-là. Peu importe qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Moi, je ne suis pas d'extrême gauche de toute façon. Mais je vais vous dire, cela, il faut les arrêter. C'est une minorité d'acteurs. On est tous d'accord ici. On est tous d'accord ici. Vous dites donc qu'il faut plus de sévérité et plus de fermeté, c'est bien ça. Arrestation préventive, oui, par exemple. Vous êtes pour la fermeté. Une fois qu'ils ont fait quelque chose, dès qu'ils ont... vous arrêtez pas les gens quand ils ont rien fait, c'est la logique, c'est la base du droit. Là, le problème des black blocs... sur le b.a.-ba des droits de l'homme, moi je veux bien vous faire un cours de droits de l'homme. On en parlera des droits de l'homme, parce que visiblement, vous avez des choses encore à apprendre. Mais les black blocs, vous savez très bien... Vous savez ce que disent les droits de l'homme, par exemple? Les droits de l'homme, on ne peut pas arrêter quelqu'un s'il n'a rien fait, c'est la base du droit. Oui, bien sûr, et la loi anti-casseurs, précisément, elle soumet au pouvoir politique la capacité d'interpeller quelqu'un
Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut aller manifester, vous, moi, on peut se faire interdire de manifestation par un préfet qui est soumis à un ordre on va politique. dire les choses. Non, attendez. Je vous grave. suggère, Manon Aubry, on va parler franc. Vous savez très bien que le problème des Black Blocs, c'est qu'ils sont très organisés et qu'effectivement, quand il y a des fouilles, quand il y a des contrôles, ils passent parce qu'ils ne sont pas armés. Les armes, leurs haches, leurs marteaux, tous ces trucs-là sont planqués avant. Vous savez très bien, dans des coffres de voitures, dans des caches, un peu partout. Et donc, ils arrivent. Bon, qu'est-ce que la police peut faire dans ce cas-là? Puisque vous voulez qu'ils passent dans ces cas-là. Eh bien non. Mais non, la police. Non, mais regardez, de nouveau, j'insiste. Regardez ce qu'ont dit les syndicats de policiers à la suite de samedi. On a attendu trop longtemps avant d'intervenir vis-à-vis de ces casseurs, parce qu'il y a une forme de complaisance à les laisser agir au début pour dire regardez, on va pointer du doigt les casseurs. Ça, c'est du complotisme. On va résumer un moment. Mais non, c'est pas du complotisme. C'est les syndicats de policiers qui l'ont dit. Ce n'est pas moi. Mais oui, mais ce qui a peu joué aussi, c'est vous avez multiplié les accusations de violence policière. Est-ce que ce n'est pas aussi en partie responsable de l'inertie, quelque part, des forces de l'ordre? C'est-à-dire, on reste en retrait pour ne pas être accusé de force. Oui, puisqu'on peut dire que Castaner, en fait, il a suivi les propositions de la France Insoumise. De dénoncer, la mollesse de Castaner, c'était pour répondre... Je veux bien que vous fassiez les questions et les réponses, mais... Donc, pour répondre à votre question, là, aujourd'hui, ce que l'on dénonce, c'est plus de 2000 blessés. C'est des gens qui sont venus en manifestation, qui sont repartis avec des tirs de LBD, qui ont perdu leurs mains. Certaines personnes, d'ailleurs, n'étaient même pas venues manifester et passer par là. Je pense, on ne se rend pas compte à quel point la vie de ces gens-là est brisée. Et donc, c'est normal de pointer du doigt, aujourd'hui, une force de sécurité, un maintien de l'ordre qui conduit à tant de dommages humains. Je pense que personne n'a intérêt à cela. J'en suis convaincue, j'espère que le gouvernement en est convaincu, et qu'il faut changer les méthodes de maintien de l'ordre. Dénoncer ça, ce n'est pas avoir la moindre complaisance. Donc plus de fermeté, donc voilà. Plus de fermeté vis-à-vis des policiers qui mutilent les gens en manifestation. Et plus de fermeté vis-à-vis des Black Blocs qui essayent d'incendier, y compris dès qu'ils agissent, oui, des banques dès qu'ils agissent, nous sommes d'accord. Des personnes au-dessus, c'est quand même avec des enfants. On se retrouve dans 2 minutes. Restez avec nous. On revient tout de suite. Respirez un peu et on revient. À tout de suite. Suite de notre émission avec notre éditorialiste France-Olivier Gisbert et notre invitée. Elle est coriace pour vous, hein, France. Elle est bonne. Non, mais elle a du répondant, bravo. Ah oui, je prends le compliment. Je pense que cette personne ira très loin. Tête de liste, la France insoumise aux européennes. Parlons de demain, nouveau samedi de mobilisation des Gilets jaunes et des risques de nouveaux débordements, des craintes. En tout cas, qu'en pensent les Français? Regardez le soutien aux Gilets jaunes, où il en est, dernier sondage. Vous soutenez-vous pas ou plus le mouvement des Gilets jaunes? Le soutien est en baisse de 5 points. Donc voilà, évidemment c'est lié aux violences, au blocage. Vous comprenez que l'opinion publique se soit retournée finalement, que la majorité des Français aujourd'hui, même si c'est une courte majorité, ne soutiennent plus le mouvement? Si je peux me permettre, c'est aussi une conséquence de ces violences montées en épingle. J'ignore absolument pas les violences, mais aujourd'hui, depuis samedi, on n'entend parler que de ça. À aucun moment on reparle du fond, de ce qui amène ces gens dans la rue. À aucun moment on parle aussi de la magnifique mobilisation pour le climat qui a eu lieu en même temps et souvent avec 3 fois plus de personnes. Et souvent ensemble dans beaucoup de villes. Vous vous dites 3 fois plus, mais par exemple à Bordeaux, c'était une manifestation commune. Comment vous faites la différence entre les deux? Et des gens qui disent que la fin du mois et la fin du monde sont partis du même combat parce qu'ils ont les mêmes responsables. Et donc, si on veut sortir aujourd'hui de l'issue et on veut trouver une issue pacifique à ce mouvement, il faut des réponses politiques. Parce que vous parlez du soutien aux Gilets jaunes, mais ce qu'on regarde aussi, c'est que les soutiens aux revendications sociales qui sont incarnées par les Gilets jaunes, mais qu'ils portent un gilet jaune ou pas, sont toujours extrêmement partagés dans le pays. La question du référendum d'initiative citoyenne, plus de 60% des gens... Le pouvoir d'achat, sur la question des pouvoirs d'achat et sur les questions de pouvoir d'achat. Indexation des pensions de retraite, notamment. Indexation des pensions de retraite, justice fiscale, la France insoumise. Accès aux soins, de solidarité sur la fortune. Nous proposons 14 tranches d'impôt sur le revenu pour faire en sorte que les plus riches contribuent davantage, des mesures efficaces de lutte contre l'évasion fiscale, finalement pour restaurer cette confiance dans l'impôt comme outil de redistribution sociale, mais aussi comme outil de financement des services publics et de financement des soins. C'est ça aujourd'hui qui nous permettra de sortir de ce qui peut sembler comme une impasse. On va aller de samedi en samedi, de mobilisation en mobilisation.
Et le gouvernement reste sourd. Oui, le gouvernement reste sourd. Certes, il y a eu un grand débat dans lequel a participé une infime minorité de la population, même pas la moitié des adhérents d'En Marche. C'était une consultation d'En Marche et à aucun moment n'a été posé sur la table les véritables questions qui méritent d'être posées, celles du partage des richesses et du partage du pouvoir. Pire encore, en réponse, le gouvernement nous met sur la table l'allongement de la durée de travail avec l'âge de départ en retraite repoussé. Enfin, et puis aussi un jour de carence. 62 ans. On ne sait pas. Non, mais c'est comme toujours. Ils font des ballons d'essai. Ils nous ont tenté l'impôt payé dès le premier euro. Ils ont oublié que l'impôt, en fait, tout le monde le paye. C'est la TVA et c'est l'impôt le plus injuste. Est-ce que c'est pas un peu un procès d'intention? Est-ce qu'il ne faut pas attendre le 15 avril pour savoir ce que le président va décider? Alors, 2 éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est que le gouvernement a été très clair depuis le début. Emmanuel Macron l'a dit, qu'il ne reviendrait pas sur, par exemple, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'il n'était pas prêt à augmenter le SMIC. Non, mais il a été assez clair là-dessus. Et puis le deuxième indice qui donne quand même une indication de la réponse qui va être apportée par le gouvernement, ce sont les questions qui sont posées dans le grand débat. Regardez le questionnaire de manière précise. Il est posé la question de la baisse des impôts, à aucun moment est posé la question de la hausse des impôts des plus riches notamment. Pareil pour la protection des services publics, à aucun moment est posé la question de manière objective sur quel service public vous voulez davantage les restaurer, sur la justice fiscale, sur le partage des richesses, sur la hausse du SMIC. Ces questions sont absentes du débat. Donc si vous vouliez répondre pour une hausse du SMIC, davantage de tranches d'impôt sur le revenu, à aucun moment vous pouviez le remplir. Dans le commentaire, on pouvait le faire. Dans des commentaires, mais ça prouve que les questions qui étaient posées ne permettent pas ces réponses politiques-là. C'est pire que ça, sur l'accès aux soins, la loi est en train d'être votée, alors que le grand débat, la conclusion, ça sera le 15 avril. Donc, exactement. Bon, on voit bien. Manon Aubry, on vous a découvert ces dernières semaines, puisque vous êtes donc, je le disais, la tête de liste La France Insoumise aux Européennes. Jetons un œil au dernier sondage IFOP pour Paris Match. Où se trouve la France Insoumise? Voyons, la France Insoumise, voilà, à 7,5%, à égalité avec Europe Écologie Les Verts, à 2 mois des élections. Bon, il y a encore du chemin à faire pour être au niveau de la République En Marche. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous culpabilisez en vous reprochant à vous-même de ne pas faire grimper assez vite les intentions de vote? Ou bien, est-ce que vous vous dites... au fond, tout est de la faute de Jean-Luc Mélenchon et de sa colère lors des perquisitions à la France Insoumise, parce que depuis ces images, la popularité de la France Insoumise est en berne. Ça marque déjà, à ceux qui auraient des doutes sur le sujet, je leur rappelle que c'est moi qui suis tête de liste pour la France Insoumise et pas Jean-Luc Mélenchon, mais plus sérieusement, sur le sondage. Et vous savez que ça a joué beaucoup sur les sondages de manière générale. L'avantage, c'est qu'on les a tellement tournés en boucle que tout le monde les a vus. Donc ça, il n'y a pas de doute sur le sujet. Mais vous aussi, vous diffusiez en Facebook Live ces images-là. Je n'étais pas à la France Insoumise à ce moment-là. Mais vous regrettez que ces images aient été diffusées donc. Non, honnêtement, je pense qu'il y a eu un manque de sang-froid sur cet épisode. Moi, j'ai pas de problème à le dire. Vraiment, pas de souci à le dire. Par contre, ce qui compte aujourd'hui. Non, ce qui compte, c'est le projet politique. Et c'est ce pourquoi on va se battre. Et on a 2 enjeux pour ces élections. Le premier, c'est l'abstention. Regardons dans les sondages, moins d'un électeur sur 2 a prévu de se déplacer pour les élections européennes. Donc je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent, qui hésiteraient à aller voter le 26 mai. D'abord, ne laissez pas gagner Emmanuel Macron, ne le laissez pas remporter le scrutin, parce que la réforme des retraites, dont on commence à parler, comme par hasard, elle a été repoussée à juste après les élections européennes. Si on conforte Emmanuel Macron, c'est notre système de protection des retraites et de protection des plus vulnérables qui va être remis en cause. Et puis, à ceux qui se disent Bruxelles, c'est loin, on n'y comprend rien, etc., on ne sait pas ce qui s'y passe. L'Union européenne est présente dans notre quotidien. Le matin, quand on se lève, les céréales qu'on mange, si elles ont été faites avec du glyphosate, c'est parce que ça a été autorisé par l'Union européenne. Si quand vous prenez les transports, vous n'avez pas de transport public et vous devez prendre votre voiture, c'est une conséquence d'une directive européenne qui a libéralisé le rail. Donc juste, je termine là-dessus. Moi, je veux dire à tous ceux qui hésitent d'aller voter, allez voter. Ne laissez pas Macron gagner. Et nous nous battrons, nous serons des parlementaires de combat. Et c'est ça qu'on va essayer de défendre dans les prochains mois parce qu'on n'est qu'à 2 mois des élections. Jusqu'à présent, on a peu parlé de notre programme pour les européennes. La preuve est faite. Ici, on a parlé beaucoup plus des violences, par exemple. Et moi, j'ai la conviction qu'on pourra convaincre un maximum de Français sur la base de ce projet. Il faut toujours traiter les sondages, évidemment, avec un certain recul. Mais quand même, quand on regarde le rapport des forces aujourd'hui, ça doit vous interpeller. Vous devez vous demander, vous, puisque vous êtes maintenant représentante de la France Insoumise, qu'est-ce qui a cloché dans votre discours? Parce que regardez, alors que je peux juste terminer. Regardez, quand vous faites les comptes, vous avez 57%
pratiquement à droite. C'est-à-dire, vous rajoutez La République En Marche, les Républicains, tout ça fait, et plus évidemment le Front National, enfin l'ex-Front National, Rassemblement National, tout ça fait 57%. Vous êtes tout petit en face. Je vous rappelle que le premier parti, en réalité, c'est l'abstention. Et on le voit d'ailleurs, pour répondre aussi à votre question sur les Gilets jaunes. Beaucoup de Gilets jaunes ne croient plus en la politique. Beaucoup d'entre eux ne veulent plus aller voter en se disant, mais de toute façon, c'est tous les mêmes. Oui, mais ça veut dire que vous n'avez pas su leur parler. Vous n'avez pas su leur parler. Moi, je vais vous dire, c'est mon premier saut en politique et je peux les comprendre. J'étais pas d'un enthousiasme débordant pour la vie politique jusqu'à présent. Et c'est précisément parce que cette vie politique ne m'enthousiasmait pas que je me suis dit, pourquoi pas à nous de reprendre le pouvoir, à nous simples citoyens. J'étais militante associative. Je travaillais pour une ONG Oxfam sur la question de lutte contre les inégalités et l'évasion fiscale. J'avais accumulé plein de frustrations de défendre des trucs et de ne pas réussir à les obtenir. Maintenant, je veux les traduire politiquement demain au Parlement européen. Allez, merci beaucoup Manon Aubry. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans 2 minutes avec Franz Olivier Gisbert qui est en pleine forme.